10h-11h. Bonjour à chacun et à tous. Mesdames, Messieurs, bienvenue à Semaine à la Loupe, le rendez-vous hebdomadaire d'analyse et de décryptage de l'actualité le long de la semaine. Au menu ce samedi 1er juin de l'an 2024, mais c'est déjà passé. Eh bien, nous sommes au 6e mois de l'année. Nous parlons une fois encore de cette tension qui ne faiblit pas entre le Bénin et le Niger. Le ministre des Mines, Samoussédou Adambi, en déplacement à Niamey dans le cadre d'une mission tripartite, n'a pas été reçu par le président de la transition nigérien, Tiani. La réaction de Cotonou n'a pas mis assez de temps. Patrice Talon regrette cette situation, cette position du Niger, mais espère un retour à la normale, à l'apaisement. Comment expliquer une telle situation ? Nous poserons les questions à nos débatteurs ce matin. Il sera aussi question de cette grogne au plan local contre la mise en exécution de la décision d'interdiction de la sortie des produits. Oui, certains malenvilois en font les frais. Peut-on dire qu'il s'agit des victimes collatérales de la mise en exécution de cette mesure? Le sujet sera analysé sur ce plateau de Semaine à la Loupe. Aussi, éducation encore. Quelques heures, les candidats à l'assaut du certificat d'études primaires CEP, session de juin 2024, seront face aux épreuves. L'examen démarre le lundi 3 juin prochain. Tout en souhaitant une bonne chance aux candidats, eh bien, nous dirons ce qui doit être fait ou alors ce qui doit se faire pour un examen sans anicroche pour les candidats, aussi pour les parents. Voilà les morceaux choisis ce samedi dans Semaine à la Loupe. Mesdames, Messieurs, merci de faire du silence autour de vous et de nous renouveler votre confiance. Merci de vous installer confortablement. En retour en studio, Bruno Gaclé, bonjour. Bonjour, Lukman Logojo. Pierre Takovo, bonjour. Oui, ce matin, nous allons parler une fois encore de cette situation conflictuelle entre le Bénin et le Niger. La situation ne faiblit pas, ou du moins la tension ne faiblit pas. On entend de part et d'autre des réactions et qui sont pas de nature à garantir ou à assurer un apaisement les jours à venir. Bruno. Merci Lukman Routio. Ce qui m'intéresse dans ce sujet est que des supputations, des idées lancées oui. Toute la semaine. Les Béninois étaient fiers. Certains disaient que ce jour à 0h. On n'est pas encore 0h. Le ciel va tomber. On n'est pas encore 0h. On attend de voir. C'est pas pour demain, c'est pas pour hier. En tout cas, ça se lit dans les lignes. Le point de retour. Nous, on a suggéré sur ce plateau que si c'était que j'étais peut-être à la place de mes autorités, le Nigeria a fermé, le Niger a fermé, c'est leur frontière, laissez-les. Les autorités, la plupart ont tendu la main pour le dégel de la situation, mais ça ne va pas. Mais laissez calme. Vous voyez, on a juste voulu de cette opportunité-là, de la rencontre du ministre des Mines, Samoussédou Adambi, les autorités de l'autre côté, notamment en ce qui concerne d'abord le pipeline. C'était la question véritable qui a réuni ces derniers-là de l'autre côté. Mais nous, on avait justement profité, on souhaitait profiter de l'occasion pour toujours tendre la main, plaider à l'ouverture de la frontière. Mais malheureusement, vous voyez, certainement Samoussédou Adambi n'a pas aussi voulu tout dire. S'il allait tout dire, c'est qu'il va mieux frustrer le chef de l'État, le président Patrice Talon. Vous voulez dire qu'il a utilisé un langage diplomatique. Il a utilisé un langage diplomatique, certainement, parce que vous savez, c'est lui qui était au front, c'est lui qui était sur le terrain, c'est lui qui a vécu la situation, on ne l'a pas reçu, alors qu'il était porteur d'un message du chef de l'État. Le chef de l'État, attention, qui est porteur du message du chef de l'État, on peut voir déjà l'image du chef de l'État. On l'a dit, dans la Bible, c'est dit que qui m'a vu a vu le Père. Et Jésus disait, on demandait aux disciples, c'est qui le Père? Il dit, qui m'a vu a vu le Père. En temps normal, on devait assimiler à ce que
qui voyait Samou Seydou à Dambi, voyait en même temps le chef de l'État. On pouvait quand même accepter, le recevoir. C'est ce que je dis très souvent. On ne refuse pas l'appel, mais c'est ce qui suit l'appel. On ne refuse pas la main tendue, mais peut-être le message qui suit la main tendue. Bon, est-ce qu'ils sont... Pourrait-il peut-être dit, en tant que porteur de message du chef de l'État, Patrice Talon, autre que la négociation de la rouverture de la frontière? Non, moi je pense que, selon moi, ce n'était pas le terrain bien choisi pour le faire. Il faut catégoriser les choses, il faut filtrer les choses. Ici, ils sont allés pour une autre situation. La situation, c'est l'affaire pipeline entre le Bénin, le Niger et la Chine. Comment régulariser mieux les situations, comment faire en sorte que tout rentre dans l'ordre. C'est ça la quintessence en fait de cette rencontre. Mais nous autres, à voir la situation qui perdure dans le temps, on a souhaité, le Bénin a souhaité tendre la main, profiter de l'occasion pour tendre la main, pour plaider. Mais malheureusement, ces autorités n'ont pas cherché à recevoir Samou Seydou à Dambi, qui était porteur du message du chef de l'État. Alors, moi je pense, pour ma part, que cette diplomatie n'a pas marché parce que c'est tout un terrain, c'est tout un autre terrain. On aurait pu choisir d'autres manières de le faire. Oui, Pierre Tapovo, oui, le ministre des Mines, Samou Seydou Dambi, en déplacement à Niamey, dans le cadre de cette mission tripartite entre le Bénin, le Niger et la Chine, les trois parties qui se sont réunies, en a profité pour sans doute demander une rencontre avec le président de la transition et lui transmettre le message du chef de l'État béninois, Patrice Talon, mais Tiani n'a pas pu le recevoir, a dit Samou Seydou Dambi de retour de la mission. Oui. Vous voyez, moi, j'ai eu l'information, j'ai écouté le chef de l'État, il parlait de... C'est tel qu'on le dit, l'occasion fait le larron un peu, parce que la mission première de Samou Seydou Dambi n'était pas forcément la rencontre entre Tiani et lui transmettre le message du chef de l'État. Et quand on parle même du message, le chef de l'État a parlé d'une lettre écrite. C'est ce qu'il a dit. Il a remis à Dambi pour qu'il puisse remettre cette lettre-là à Tiani en main propre. C'était les consignes de départ. Et donc, du coup, il est parti. Tiani n'a pas voulu le recevoir. Il était obligé de revenir à la base avec la lettre du président Patrice Talon. Oui, moi, j'analyse la situation de deux côtés. Je ne vais pas donner raison à Talon. Je ne vais pas non plus donner raison à Tiani. Pourquoi? Vous voyez, Bruno l'a dit, on ne refuse pas un appel. Nous, on nous a toujours dit ça. Oui, telle personne m'a appelé, telle personne veut me rencontrer, je peux y aller. Et s'il y a de mauvaises intentions? Non, attendez s'il vous plaît. Là maintenant, nous ne parlons pas d'une mauvaise intention. Même si c'était une mauvaise intention, le ministre Dambi était sur le sol nigérien. Il ne pouvait pas venir avec autre intention de leur faire du mal. Encore qu'ils étaient dans leur marigot, on peut le dire ainsi. Et donc du coup, il était porteur de ce message. Tiani n'a pas voulu le recevoir, donc il était obligé de retourner. Et c'est ce qu'on nous a dit. On ne sait pas le traitement qui a été, tout ça là. On ne sait pas, on ne saura même le dire. Mais quand vous prenez l'autre pan de la chose, est-ce que Dambi était la personne idéale qu'il fallait envoyer pour rencontrer Tiani dans le cadre de cette crise entre le Bénin et le Niger? Peut-être qu'on a voulu faire d'économie, faire d'une pierre deux coups. D'accord. Maintenant, on a voulu faire d'économie, on a voulu faire d'une pierre deux coups. Voici les résultats. Moi, je voudrais ce que moi j'aurais voulu. C'est vrai, moi j'aurais voulu peut-être une rencontre tête à tête, un tête à tête entre les deux chefs. Je parle de Tiani et de Talon. Oui, on ne sait pas si on a demandé une audience et que Tiani a refusé, on ne sait pas. Mais vu le comportement, vu la réaction, vu leur position de l'autre côté, il ne va pas vouloir recevoir Talon peut-être au Niger, à Niamey. Et donc du coup, il ne pourra pas aller. Mais est-ce qu'il fallait remettre son message à Dambi, encore qu'on a un ministre des Affaires étrangères, Moi, je pense que dans ce cas-ci, même si Dambi voulait se rendre là-bas pour une autre situation, on l'a dit, c'est la situation, le pipeline entre Bénin, Niger, Chine, tout ça là. Mais on pouvait le seconder avec peut-être le ministre des Affaires étrangères pour faire, tel que vous l'avez dit, d'une occasion de coup. Vous voyez, si c'était vraiment le chef, le ministre
Olusegun Bakari qui était vraiment allé de l'autre côté et Tiani a refusé Lukman Ojo. Moi, je peux comprendre que c'est une mauvaise foi de leur côté. Ils ne veulent pas, comme on l'a dit, ils ne veulent pas vraiment accepter la main tendue du chef de l'État, Patrice Talon. Est-ce qu'il n'est pas vraiment temps que le chef de l'État en personne se déplace ou ce n'est pas possible? Et c'est bien possible, c'est ce que j'ai dit. Est-ce que vouloir se déplacer, mais vous voyez, nous sommes en situation de crise, vous ne voulez pas me recevoir. Bon, il y a une situation entre nous deux, je vous ai offensé, je fais tout depuis, mais vous ne voulez pas me recevoir, j'ai tout fait, j'ai envoyé des gens, vous ne voulez pas. Vous pensez que je vais prendre le risque et d'aller chez vous? C'est comme si c'est une agression à domicile, Lukman Ojo. D'abord, il va falloir qu'on cherche d'abord à savoir s'il veut vraiment rencontrer le chef de l'État Patrice Talon. Le chef de l'État Patrice Talon ne peut pas se déplacer sans une demande d'audience à l'avance. Mais est-ce qu'on l'a déjà fait? On ne saura le dire. Mais moi, je pense, tel que je l'ai dit, je suggérerais qu'il y ait une rencontre tête à tête entre les deux hommes. Mais il va falloir d'abord qu'on demande, tel qu'on le dit, la permission. Vous voulez venir chez moi? Je ne vous ai pas appelé, alors vous devez me demander la permission. Sinon, si vous venez, ce que vous aurez, vous-même, vous l'aviez cherché. Oui, ce travail peut être fait d'abord en amont. Dans l'ombre. Bon. Ce travail pourra être fait dans l'ombre. Il va falloir d'abord qu'on le fasse, Lukman Ojo. Mais dans ce cas-ci, la situation est vraiment tendue. On a tout fait. Bon, je dirais le chef de l'État béninois. Est-ce qu'il ne faut pas chercher des médiateurs? Oui, je viens. Aujourd'hui, on a vu, tout le monde a vu toutes les actions du chef de l'État, Patrice Talon, pour vraiment ramener, normaliser la situation avec son voisin de l'autre côté du Niger. N'a pas fonctionné. Lukman Ojo s'est exposé, tout le monde a vu, lui-même en a dit, il a dit qu'ils ont fait telle action, ça n'a pas marché. Dans ce cas, on pourra chercher un médiateur, on l'a dit ici, on l'a suggéré. Et pendant ce temps, on ferme la frontière, n'est-ce pas, un recul? Attendez, Lukman Ojo. On refuse le trafic fluvial, je veux dire. Lukman Ojo, vous voyez, moi je l'avais dit depuis le début, on a dit que la frontière est fermée. Donc ça voudra dire normalement, même cette affaire de trafic fluvial qu'on avait autorisé depuis plusieurs mois, c'était une erreur, on peut le dire ainsi. Aujourd'hui, maintenant, on a dit, nous-mêmes, nous fermons, mais notre frontière, la voie terrestre est ouverte, mais la voie fluviale est interdite. Vous voyez, c'est juste qu'on a tendance... N'est-ce pas une contradiction, un contraste, parce que la frontière n'est pas que la voie terrestre. Non, le fleuve aussi, c'est une frontière, non? Je sais, mais je ne dirais pas ça. C'est peut-être parce qu'on s'est dit que c'est parce qu'on a laissé passer ceci que jusqu'à présent, ils ne veulent pas fléchir de l'autre côté. Et quoi qu'on dise, on a quel intérêt, à coûte que les barrières se lèvent? C'est ce qu'on cherche, on va chercher à savoir. Moi, je me suis posé la question, vous avez fermé votre frontière. Moi, je cherche, je fais tout. Je veux forcément que vous ouvrez votre frontière. Pourquoi, Lukman Ojo? Ça va créer des supputations de l'autre côté. Pourquoi le chef de l'État, Patrice Talon, veut forcément que moi, j'ouvre ma frontière? Lukman Ojo, vous voyez? Donc, c'est un peu comme on le dit, quand vous aimez une femme, ne lui avouez pas tout de suite que vous dépendez de lui. Oui. Oui, la réaction de Cotonou n'a pas mis assez de temps. Bruno Gakli, Patrice Talon regrette cette exposition du Niger, mais espère un retour à la normale. Non, Lukman Ojo, il faut qu'on aille de façon graduelle, de façon quand même... Le premier pas, c'est quoi? Le premier pas ici, c'est peut-être les responsables, les ministres en charge des affaires étrangères des deux pays doivent prendre langue. On ne peut pas... Le ministre Samou Sirou Adambi était vraiment dans sa peau d'aller parler du pipeline. Ça, c'est sa mission. Ça, c'est normal. Moi, je pense qu'on ne peut pas mélanger les choses. Ici, c'est une question délicate où la frontière est fermée. Aujourd'hui, d'ici quelques jours, on parlerait d'un an. C'est une question délicate qui, vraiment, est en train de sombrer les populations à la base. Ça voudra dire que ici, il n'est pas question d'une petite affaire. Envoyer un ministre comme Samou Sirou Adambi remettre une simple lettre, moi je pense que c'est pas encore... Le contenu n'est pas aussi simple. Non, une lettre, dans cette situation, moi je dis non. C'est pas agréable. On aurait pu avoir d'autres pistes. On a suggéré sur ce plateau, on a des personnes quand même qui sont acceptées de l'autre côté du Niger. Oui. Au-delà de tout, Bruno Gakli, le fait qu'on transmette une lettre, est-ce que ce n'est pas symptomatique
est-ce que ce n'est pas synonyme de ce que les échanges téléphoniques, ça ne passe plus, ça ne prend pas, ça ne décroche pas, Oui, peut-être de on l'autre peut côté? l'estimer. Si déjà le chef de l'État a pensé à remettre une lettre, ça voudra dire que même les appels sont... ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Si les appels marchaient, bon, on pourrait estimer qu'ils ne pourraient pas prendre part sur cette voie. Mais ici, pas une lettre. Mais je note aussi, ça c'est mes analyses, je note aussi que le caractère d'une lettre dans cette situation n'est pas favorable. Ici, il faut des personnes ressources. Pourquoi pas? Moi, je l'ai dit. Au Bénin, on a des associations. Au Niger, même les associations des sages venant du Niger qui résident ici à Malanville peuvent faire une délégation. Derrière ça, on a des sages, des religieux. Pensez-vous, je vous relance sur votre position, Oui. Pensez-vous que véritablement des associations, des émissaires ont manqué, des plaidoiries et aussi c'est pas, des démarches à l'endroit de Tiani, tout ceci a manqué? J'ai aussi l'impression que ça ne passe pas très... tout ce que vous venez de citer, les démarches ne marchent pas. Si ça marchait, on aurait pu le constater sur les réseaux sociaux. La belle preuve, la lettre qui n'a pas été reçue, on l'a entendu. Aujourd'hui, c'est une actualité qui est en train d'être décryptée sur le plan national. Donc ça voudra dire que si d'autres démarches étaient menées par d'autres personnes, c'est qu'aujourd'hui, on serait en train d'avoir le retour. Mais dans cette position du Niger, Lukman Rotio, je vous rassure, j'estime qu'il y a une main derrière qui peut-être réconforte ces derniers dans leur position à leur dire tenez fort, la tête du président ne nous plaît pas, tenez fort, gardez toujours votre frontière fermée. Et c'est regrettable. D'où viendrait cette main? Suivez mon regard. Nous sommes en politique. Ici, c'est une question politique et stratégique et en même temps géopolitique où tout se fait. C'est qu'on peut se mettre les bâtons dans les roues, on peut vraiment beaucoup de choses. Ce bâton, en fait, viendrait-il de l'extérieur ou de l'intérieur du Bénin? Pour le moment, j'espère que peut-être c'est autour d'eux et on est en train de constater, mais juste on sent et on voit combien de fois le Bénin est en train de faire l'effort pour tendre la main. Et c'est déjà un pas. Et c'est déjà j'ai posé la question à Pierre Tapovo tout à l'heure pour ce qui est des efforts dont vous parlez. Aurait-on une main tendue et dans le même temps fermer la porte avec son voisin? Oui, c'est possible. Vous savez, il faut des manières. C'est la stratégie. Quand la manière n'est pas juste ou favorable pour l'autre tierce personne, c'est que elle se garde toujours dans sa position. Ici, c'est un tête-à-tête. Il faut vraiment une table ronde. Il faut des échanges. On ne peut pas dénouer cette situation par une lettre. Non, le caractère là est trop fragile. Non, il faut des délégations. C'est ce pourquoi je voulais appeler à l'attention du président en exercice de la CEDEAO. Tinubu, il est où dans tout ça? Après tout, c'est la CEDEAO qui a déclenché tout. Ils sont où dans cette situation? Et aujourd'hui, c'est le président Talon, seul qu'on voit accourir, à demander son mea culpa, tout ça. La CEDEAO, et en l'occurrence... que la CEDEAO peut faire quelque chose pour l'apaisement? Si le président en exercice de la CEDEAO est du Nigeria, a pu tout faire que cette frontière entre le Niger et le Bénin soit, le Niger et le Nigeria soit rouvert, ça voudra dire qu'il y a une poudre magique là, qui ne dit pas son nom, qu'il passe cette poudre magique au président Talon, ou qu'il fasse l'effort d'inviter, parce que ça passe déjà, ça voudra dire que la communication passe entre ces deux personnalités, entre Tinubu et Tiani. Donc, qu'est-ce qu'il doit faire pour rétablir les choses? Il devait, parce qu'on dit que le président Patrice Talon, c'est lui le porte-parole, tout ça, mais qu'est-ce qu'il fait en tant que président en exercice de la CEDEAO pour dénouer la situation? C'est de ça qu'il s'agit. Oui. Qu'est-ce qui se fait dans l'ombre et qu'on ne sait pas, qu'on n'exhibe pas au peuple béninois, au public? On a des présidents autour de nous. On a suggéré, moi je pense qu'on peut même aller juste à laisser certaines situations politiques et tendre la main à d'autres personnes qui sont favorables à aller sur ce terrain. On a le président, l'ancien président en exercice, je voulais dire, Yahi Boni, qui peut aussi jouer ses cartes dans cette situation. Mais est-ce qu'on l'a fait?
On a un ministre des Affaires étrangères. On pourrait dissocier cette situation, cette rencontre-là. Ici, on parle d'une situation de pipeline, pétrole Bénin-Niger entre la Chine, le Bénin et le Niger. On ne peut pas profiter de l'occasion, non. On a tous les moyens, parce que c'est une situation très importante. On peut déléguer le ministre des Affaires étrangères pour cette mission. Ça, il faut pas mélanger les situations, non. Il ne faut pas mélanger. Et cette manière de faire là, moi je n'ai pas aimé. Moi j'aurais pu souhaiter que ce soit des tête à tête avec des personnes vraiment influentes qui peuvent vraiment, je ne dis pas que Samou n'est pas influent, mais il était dans une autre poste du Lukman Orodjo. Tout à fait. Pierrette Apovo, dans cette situation, pensez-vous que la CEDEAO peut faire quelque chose, un peu comme le dit Bruno? Et ce n'est pas à nous de le dire, Lukman Orodjo. La situation commençait par où? C'était pas, on a parlé de sommet à Abuja, sommet extraordinaire de la CEDEAO, sommet ordinaire, tout ça, là. On a pris des décisions. Le président Patrice Talon, son péché aujourd'hui, moi je le dis et je vais c'est toujours... le premier message. Je vais toujours le dire, Lukman Orodjo. Ce qu'on lui reproche aujourd'hui, c'est juste parce qu'il a été porte-parole de la décision qui a été prise. Voilà. Au sommet d'Abuja ou au sommet de la CEDEAO, où on a dit que on va rétablir l'ordre constitutionnel par tous les moyens, tout ça là. C'était une décision prise par tous les chefs d'État. Et aujourd'hui, on voit seul le président réunis au sommet d'Abuja. Lukman Orodjo, on parle de sommet de CEDEAO, tout ça là. C'était une décision. Mais pendant ce temps, on a dit, bon, lorsqu'on avait fait sortir les sanctions de la CEDEAO, on dit qu'ils ont gelé les avoirs des gens de l'autre côté. Il fallait fermer toutes les frontières pour qu'il n'y ait pas accès par-ci, accès par-là. Tout le monde avait fermé. Aujourd'hui, nous voyons que la situation aujourd'hui, on accuse celui qui a porté le message, tel que je l'ai toujours dit, celui qui a porté le message au roi, c'est lui qui a insulté le roi. Et aujourd'hui, c'est lui qui est devenu l'adversaire de l'autre côté. Mais dommage. Au même moment, le président de la CEDEAO est où? Au même moment, tous les chefs d'État qui avaient pris cette décision-là, ils sont aujourd'hui, Lukman Orodjo. Moi, je lis un silence total qui ne dit pas son nom. C'est une morale pour nous, en fait. Donc, Lukman Orodjo, moi, je pense qu'il est temps, tel qu'il a dit, et Bruno, mais sans oublier que le Niger s'est retiré avec effet immédiat des instances de la CEDEAO pour se retrouver Niger, avec les deux autres pour former l'AES. Malgré que le Niger s'est retiré, la CEDEAO jusqu'à aujourd'hui ne l'a pas accepté. Et malgré ce retrait-là, ils ont tenu encore des séances au nom de cette situation de putsch au Niger. Donc ça voudra dire quoi? Aujourd'hui, moi je pense qu'il est temps que on parle de sommet extraordinaire à tel. On peut demander une audience, on peut demander une audience et cette fois-ci aller le faire même à Niamey, pourquoi pas? Pas forcément un sommet, mais on pourra dire que les chefs d'État de la CEDEAO ont demandé une audience à Tiani, on veut aller le rencontrer pour vraiment essayer de dénouer la situation ensemble si on ne veut vraiment pas trouver des intermédiaires tels qu'on le dit, parce qu'aujourd'hui, oui, on sait que l'ancien chef d'État, s'il va là-bas, on peut trouver solution. Nous parlons également, on a un honorable ici, Issa Saleh, quelque chose du genre là. Je ne sais pas trop, mais c'est favorable pour lui d'aller rapidement au Niger, à défaut de trouver toutes ces personnes-là. Parce qu'on sait aujourd'hui, on ne va pas l'exposer ici, on sait que on ne va pas vouloir que Yaïboni aille plaider de l'autre côté tant que moi je suis au pouvoir, tout ça là. Mais Lukman Orodjo, à défaut de prendre toutes ces personnes-là, on peut essayer que tous ceux qui avaient pris la décision en son temps, ils peuvent se réunir maintenant et pas forcément demander des excuses, mais trouver un terrain d'entente entre le Bénin et le Niger. Et c'est là les erreurs du départ. Aujourd'hui, même au sein de la population, quand vous entendez, c'est seulement le petit message du chef de l'État du début là, qui est cette fumée qui est en train d'entrer dans les yeux des gens. C'est ce petit message. Et vous voyez, je l'ai toujours dit, juste le chef de l'État a porté ce message et on a toujours tendance à croire que le monsieur a une sorte de réputation de rigueur qui ne dit pas son nom, mais c'est le ton, sa manière de porter le message était vraiment, avait peut-être était des flèches. Donc, derrière ça, on a vu ces sorties.
mais on peut quand même comprendre. Mais la CEDEAO a aussi commis certaines erreurs. Vous voyez, on ne peut pas avoir des rencontres contre vous et on souhaite que vous soyez flexible à un moment donné, qu'on ne soit pas capable de vous inviter. Moi, j'avais dit, pendant ce temps-là, lorsqu'on prenait d'autres décisions, lorsque le Niger pensait se retirer, tout ça là, on a su, ils pouvaient organiser un colloque et inviter les autorités de l'autre côté pour échanger, pour un tête-à-tête. Si entre-temps ils refusaient ces propositions, aujourd'hui on allait savoir que derrière ces propositions faites par la CEDEAO ou par les présidents, il n'y a que les autorités du Niger qui sont toujours restées droits dans leurs bottes. Ça voudra dire qu'il y a peut-être une main invisible qui est en train de les reconforter dans leur position. Mais est-ce que ces pas ont été menés dans le passé? La CEDEAO a eu plusieurs rencontres. Il y a eu plusieurs rencontres. Est-ce qu'ils étaient invités? Même si la situation était bizarre, on avait peur de l'intervention, tout ça là. Mais néanmoins, lorsque tout était revenu à la normale, on pouvait quand même, au cours de ces rencontres-là, les inviter pour qu'il y ait un tête-à-tête pour échanger avec ces derniers, pour leur dire, oui, effectivement, la CEDEAO existe pour rétablir l'ordre constitutionnel dans certains pays africains où ça ne va pas. Mais on avait pris cette décision, mais on prend acte de votre présence, de votre gestion désormais du pouvoir. Et ça marche naturellement. Mais on a laissé le temps passer pendant des mois avant de sortir. Tout ça là, lorsque ça dure dans le temps, ça fait plus mal. Et puis, quand vous êtes dans une bonne position, vous faites le semblant de ne pas écouter ce que disent les gens. Moi, je voudrais que les autorités du Bénin laissent le Niger. Lorsque l'eau qui a bouilli à 120 degrés là va descendre, ça va refroidir. Parce que à force de toujours courir, mais ça par ici, on verra enfin votre faiblesse. Oui, et parlant des échanges commerciaux et économiques entre les deux pays, le Bénin décide, va que vaille, de trouver autre solution. On sait que actuellement, celui qui en tire profit, c'est le Togo avec son port, le port de Lomé, et le Bénin qui cherche désormais à contourner le blocus frontalier entre le Niger et le Bénin, et en passant par Ségouanan. Est-ce via le Nigeria, est-ce la solution, l'alternative, Pierrette? Tout le monde sait que le corridor idéal, la voie normale, qui serait rentable au Bénin et même aux transitaires qui forcément ne vont pas vouloir avoir pour destination Bénin, tout le monde sait que c'est Cotonou-Niamey. Aujourd'hui, nous parlons de la fermeture de la frontière, on veut chercher forcément une autre alternative. C'est beaucoup d'argent, c'est beaucoup de tracasseries. C'est vrai, c'est une solution, mais ce n'est pas la solution idéale. La seule solution, c'est la réouverture de la frontière Bénin-Niger. Maintenant, nous savons qu'on a tout fait. Ils ont refusé. Il est temps, qu'on laisse tomber. Oui. Bruno Gakli, de notre côté aussi, en réponse à cette mesure prise ici au Bénin, apparemment de l'autre côté de la frontière au Niger, on refuse les véhicules immatriculés RB. C'est ça, c'est normal parce que vous savez, c'est un tic-tac qui ne dit pas son nom. Lorsque nous prenons une décision au plan local, de l'autre côté, ils estiment aussi prendre des décisions. C'est ce qui arrive. Et moi, je pense qu'il faut qu'on arrête tout, que chacun garde ses positions et puis on continue. Vous voyez, nous avons juste souhaité, parce que c'est dit, quand on dit fermeture de la frontière, c'est que tout est fermé. Nous, on a ouvert justement le tronçon, la voie, mais entre-temps, ça passait par le fleuve, mais les autorités ont vu juste de fermer vraiment la frontière et juste qu'on permette à ce que la frontière au niveau de la voie soit toujours laissée comme ça avant que nos voisins n'ouvrent. Donc c'est normal. Maintenant, refuser ou refouler ces véhicules immatriculés BR, bon, je pense que c'est juste des mesures RB. Voilà. C'est des mesures juste pour se faire mal. Ah, ils ont pris de décision là-bas. Nous aussi, on prendra une décision pour les choquer. Vous voyez, ce qui a même poussé pour mieux s'installer ces derniers, nos frères béninois qui vivent là-bas ont marché pour soutenir. Bon, vous voyez, c'est des actions juste pour se
pour mieux s'installer, pour mieux rester. Ils ont le feu aux fesses. Donc, on ne peut rien. Dans cette situation, prendre des décisions, décision sur décision, ça finit par tomber sur les populations à la base. Parce que Tiani est dans son bureau de l'autre côté. Allez voir avec des 15 climatiseurs autour de lui, devant son écran plasma, devant son ordinateur. Ça ne lui dit rien, tout ce qui se dit. Talon est à la marina. Même si le maïs, le tongolo est à 5000, Talon va manger, hein, Tiani va manger. Je voudrais, il faut laisser, c'est le peuple à la base qui souffre. Quoi qu'on dise, décision sur décision, ça va finir par tomber toujours sur les populations. La belle preuve, aujourd'hui, vous ne pouvez même pas toucher l'haricot. Il y a des denrées que vous ne pouvez même pas toucher parce que tout est devenu cher, notamment ici à la ville frontalière. Ça ne bouge pas. De l'autre côté, j'ai reçu un audio d'un citoyen de l'autre côté de Niamey, Lukman Rothio. Laissez-moi vous dire que il a été clair, dit ça ne va pas, l'affaire risque de tuer les gens, tout est devenu cher. Donc ça voudra dire que c'est une situation, quoi qu'on dise, lorsque les autorités vont prendre leurs décisions, ça ne va pas les impacter, ça impactera à la base la population. Les populations. Et c'est dommage. Oui, parlant de l'impact, on a pu remarquer une sorte de durcissement de position de part et d'autre. Le Bénin aussi a pris d'autres mesures. Pierre Tapovo, on a pu le constater cette semaine, où les bus des compagnies aussi béninoises comme nigériennes sont désormais interdits au Bénin, à Malanville. Oui, c'était comme des rumeurs, mais finalement ça s'est confirmé. Que vous soyez bus du Bénin, bus du Niger, et votre destination finale quand vous quittez l'autre côté du sud, c'est Kandi. Peut-être arrivé à Kandi, vous pouvez aller de l'autre côté, c'est Gbana et autres, mais Malanville, c'est le statu quo, ça ne passe pas. Moi, je plains ceux qui ont pour habitude de rentrer toujours dedans. Parce que quoi qu'on dit, c'est confortable. Hein. Vous êtes dedans, vous avez votre siège, tout et tout, mais vous êtes tranquille. Mais aujourd'hui, vous quittez, vous venez, vous descendez, vous devez forcément chercher un taxi avant de rallier Malanville. C'est vraiment un véritable souci. Moi, j'ai vraiment analysé, j'ai pas compris. On va nous dire que on ne voudra pas parler, c'est ça, c'est ce qu'ils ont avancé comme argument, c'est quand il y aura vraiment de passagers à destination de Malanville, ceux qui veulent vraiment aller de l'autre côté, c'est en ce moment ils vont forcément vouloir traverser le fleuve pour partir. Donc du coup, on préfère les bloquer de l'autre côté. Oui, c'est ça. Pour éviter ceci, c'est pourquoi ils ont pris cette décision-là. Et pourquoi avoir demandé encore au bus du Bénin de ne pas franchir? Personne ne le sait, peut-être il n'y aura pas que les Béninois qui vont prendre le bus béninois. Donc ça voudrait dire que la situation devient la chasse aux non-béninois, c'est ça? C'est ce que moi je suis en train de voir. Ça devient la chasse aux non-béninois. Et de l'autre côté, je ne veux pas forcément dire la chasse aux Nigériens ou la chasse aux Nigériens. Parce qu'il n'y a pas que les Nigériens qui viennent par le bus. Oui. La dernière fois, la belle preuve, on a enregistré plusieurs nationalités. Sénégalais, Gambiens, Burkinabé, Ivoiriens. C'est plein. Donc, bon, moi, c'est toujours ça. Quand vous prenez une décision, c'est pour régler une situation. Mais n'oubliez jamais que vous créez encore d'autres situations. Hier, c'était le jour du marché de Malanville. Le marché était vraiment désert. Moi, j'étais parti au marché hier. Mais vous pouvez circuler librement. Ce qui était le contraire. Le jour du marché de Malanville, vendredi, samedi, vous ne pouvez pas circuler. Et tout ça, là, mais hier, c'était un vide. On constatait vraiment un vide. Bon, les gens s'étaient venus quand même, mais on sent qu'il y a quelque chose qui manque dans ce marché-là. Donc, vous voyez, prendre une décision pour forcer les autres à vouloir ouvrir leurs frontières et les autres également de l'autre côté, prendre une décision pour pouvoir embarquer le coup à l'autre. Moi, je ne vois pas où est-ce qu'on va avec tout ça là. Stop et fin, stop et fin. Il faut qu'on laisse affaire de décision. Ce qui est déjà pris comme décision, je pense que les forces de défense et de sécurité sont mises à contribution pour jouer leur partition et ça marche sur le terrain. On voit combien de fois ils sont vraiment collés au respect de cette décision. Et moi, je pense pour le moment que si c'était possible, que le chef de l'État ou en tout cas les autorités nous entendent, ils n'ont qu'à laisser comme ça.
laissons le Niger faire ce qu'il a envie de faire, quoi qu'on dise. Talon est venu retrouver la frontière, Tiani est venu retrouver la frontière. Un jour, quoi qu'on dise, Dieu va descendre, ça va s'ouvrir. Et parlant de ces forces de défense et de sécurité qui sont à l'œuvre, à la manœuvre pour interdire la sortie des produits, aussi le trafic fluvial, pas seulement les produits, mais aussi les personnes et les biens. On réalise que cette interdiction impacte les Malanvillois. Certains Malanvillois en font les frais. Peut-on dire qu'il s'agit des victimes collatérales, Pierrette? C'est bien cela, un look monocho, parce que quoi qu'on dise, ceux qui souffrent, je l'ai dit, nous sommes nombreux, look monocho. Maintenant, on dit, rien ne traverse le fleuve. Je pense que c'est la décision. Rien ne traverse le fleuve. Alors que dans le même temps, look monocho, il y a des populations de la commune de Malanville qui sont derrière le fleuve. Quand je prends le cas de Kochi, par exemple, look monocho, quoi qu'on dise, que ce soit en période de pluie ou en période de saison sèche, moi, on m'a toujours dit que pour aller dans ce village-là, il faut forcément traverser le fleuve avant de partir. Maintenant, on dit rien ne rentre, rien ne sort, rien ne doit traverser par le fleuve. Mais ils ont leur champ du côté de Malanville, Louk Monotiou. Ça, c'est un. Kochi n'a pas un marché. Donc, forcément, pour se nourrir, il faut forcément traverser le fleuve, venir de ce côté pour faire des achats et repartir. Mais aujourd'hui, nous attendons qu'ils viennent, ils achètent, mais arriver pour traverser, on dit non, rien ne passe. Vous voyez, quand vous prenez des décisions, c'est des décisions vraiment, bon, on va nous dire que c'est bien analysé, mais tant que vous n'êtes pas à la base, les réalités du terrain ne sont pas les mêmes. Aujourd'hui, vous voyez, ces populations sont en train de souffrir. Vous ne pouvez même plus traverser le fleuve, venir acheter un sac de riz ou un sac de maïs pour envoyer à votre famille. C'est un problème. C'est un problème. Est-ce que c'est Tiani qui souffre de l'autre côté? Non. Est-ce que c'est Talon ou son gouvernement qui est en train de souffrir de l'autre côté? Non. Moi, je pense que certes, on a pris cette décision, mais au fond, vous voyez, ils se connaissent. Ils se connaissent. Et même si on va nous dire qu'ils ont envoyé les nouveaux FDS qui ne connaissent pas les populations de Kochi, je pense qu'il doit avoir vraiment une certaine flexibilité là pour pouvoir leur permettre de manger. Discernement. Oui, avoir l'esprit de discernement, faire la part des choses. Quitter Kochi pour venir à Malanville acheter quelque chose et repartir, on va me l'interdire. C'est où mon droit en tant que citoyen béninois? Est-ce que aussi certains citoyens ne voudraient pas faire du faux en voulant faire traverser des produits, sachant pertinemment que c'est interdit, on veut frauder? Oui. Est-ce qu'on pourra vraiment savoir qui est sincère? Voilà. C'est le souci. Vous voyez, quelqu'un l'a dit, la population de Malanville a toujours demeuré dans, je ne dirais pas l'inégalité, mais dans toujours quelque chose, on vous dit c'est pas bon et c'est ça. Le petit flou. C'est ça qu'on veut forcément faire. Donc aujourd'hui, vous voyez maintenant, ils sont en train de payer les frais. Parce que si jamais, c'est encore ça. Si jamais on dit, bon, ceux qui sont de Kochi, c'est ouvert, vous pouvez les laisser traverser. C'est là maintenant, vous allez voir. Même ceux qui ne sont pas de Kochi ils vont forcer devenir habitants forcément de Kochi. Donc, je ne sais pas quoi, tout le monde veut vraiment chercher un profit par rapport à ça. Il va falloir vraiment qu'on cesse. Mais aujourd'hui, moi, je voudrais qu'on revoie la situation, surtout avec les habitants de Kochi. C'est vraiment déplorable. Il semble même que ça va au-delà des habitants de Kochi. Vous ne pouvez pas transporter une marchandise de l'intérieur du Bénin pour Malanville. Dès qu'on intercepte un sac de maïs, par exemple, on le sectionne. On déverse le contenu. C'est difficile. C'est difficile. Quand on prend des décisions, avant de prendre une décision, il faut qu'on mûrisse la décision. Il faut qu'on descende certainement sur le terrain pour voir quels seront les tenants et les aboutissants d'une telle décision. Comment comprendre aujourd'hui, dans cette situation, que j'ai un parent à Cotonou, tout de suite, que j'ai l'envie de leur envoyer un sac de maïs, qu'ils soient incapables, en étant citoyen béninois? Qu'est-ce qu'on est en train de faire? Je pense que au-delà des lois qu'on prend, au-delà des décisions, c'est la population à la base qui souffre toujours. Pierrette l'a dit, elle a martelé. Ces derniers, ces responsables, ces autorités ne vont jamais souffrir de cette souffrance à la base des populations. Vous voyez,
C'est en cela peut-être que je voulais attirer aussi l'attention des FDS sur place, sur le terrain, d'avoir aussi le flair pour filtrer. Et c'est dans ce filtre-là que il aura toujours des personnes mal intentionnées qui vont encore embrouiller cette faveur qu'on va leur faire. Supposons qu'on leur dise tout de suite que, oui, les habitants de Kochi, vous qui souhaitez prendre un sac de maïs ou un sac de riz, parce que la fête, c'est d'ici quelques jours, la fête de Tabaski, oui, passez au commissariat, peut-être prendre un ticket. Oui, ils vont commencer par le faire. Quelqu'un risque de le faire au moins 4 fois. Mais là, vous voyez, ça part déjà atteinte ou ça mélange un peu la stratégie de favoriser. Eh bien, quand on va le faire pour ces derniers, spécifiquement pour ces derniers, d'autres vont souhaiter aussi qu'on leur donne l'autorisation à ce qu'ils achètent un. Et de 1 là, c'est que ça commence à être 2 et on va même plus arriver à maîtriser la situation. Donc, du coup, c'est difficile, c'est une situation difficile. Pour le moment, moi je pense qu'ils doivent juste respecter. Parce que ce qui me fait mal, au Niger, les gens respectent la décision de leur président et vont jusqu'à supporter leur président. Mais pourquoi pas nous? Juste là, nous on n'a pas vu, je ne sais pas si ça a été fait. Les Béninois qui ont marché pour soutenir les décisions prises par le chef de l'État, je ne sais pas si ça a été fait. Mais ça a été fait, je crois. Ça fait oui. Combien de personnes? Combien de personnes? Ce qui m'a encore à Cotonou. Ce qui m'a fait mal. Cotonou, c'est pas Malanville, hein? Ils sont là-bas, ils ne savent pas ce que les gens vivent ici à Malanville. Lookman, ce qui m'a fait mal, les Béninois résidents, demeurants, dormants, qu'est-ce que je vais dire encore? Au Niger, oui, ont marché contre leur président. Ah, mais dis donc, on va où? J'attends. Pensez-vous? J'attends de voir. Non, ce qui est intéressant, j'attends de voir dans les tout prochains jours, les Nigériens qui vivent ici à Malanville ou au Bénin marchent pour aller contre leur président. Là, je vais applaudir du bravo. Ne vous attendez pas à ça, Lukman-Ocheou. Ne nous leurrons pas. Mais ça n'arrivera pas à Lukman-Ocheou. Vous voyez, quand vous prenez le Béninois et vous prenez le Nigérien, Lukman-Ocheou, il y a toujours une différence. C'est quoi la différence, oui? Le Béninois, ce n'est pas l'intérêt national qui le préoccupe. C'est son intérêt personnel. Moi, je l'ai toujours dit. Depuis le jour où ils ont parlé de cette affaire de grève au plan national, où on a appelé tous les syndicats à vraiment se lever pour vraiment faire juste une grève de 24 heures. Vous avez vu, ça a pris à certains endroits. Et ça n'a pas pris à certains endroits. Même cette affaire, en son temps, il y avait les enseignants de 2016, je pense, on leur avait dit d'aller composer et ils n'étaient pas d'accord. Ils avaient pris pour décision à l'unanimité que personne n'allait composer. Mais le jour où j'ai Lukman-Ocheou, d'autres ont quitté même leur localité pour aller composer ailleurs. Donc, le mouvement d'ensemble là, si c'est avec le Béninois, Lukman-Ocheou, ne vous attendez pas. C'est à la dernière minute, vous serez déçus. Mais quand vous prenez le Nigérien, même s'il ne comprend pas la pertinence de cette décision, Lukman-Ocheou, il préfère suivre jusqu'au bout. Mais ici au Bénin, manque de patriotisme. C'est le mot là même ça, vous avez trouvé Lukman-Ocheou. Donc du coup, vous n'allez pas voir. De l'autre côté, ils se disent, si on ne se lève pas rapidement pour marcher contre notre président, il se pourrait qu'on nous rapatrie, qu'on nous renvoie dans notre pays. Et si on vient, qu'est-ce qu'il fallait faire? Donc, c'est une idée, Lukman-Ocheou, c'est une stratégie. Et ce n'est pas une stratégie pour... Et c'est mauvais. C'est une stratégie, c'est leur intérêt personnel qui sont en train de viser. Le Béninois, il est comme ça, vous ne pouvez pas le changer. Est-ce que parce que le chef ne prend pas de bonnes décisions? Non, au-delà de prise de bonnes décisions ou pas, est-ce que Tiani, depuis le début de la situation à ce jour, prend aussi de bonnes décisions? Et malgré ça, ils ont soutenu. Et derrière ça, nous soutenons encore. Les Béninois qui sont là soutiennent encore. Ah mon Dieu. Bon, je pense... C'est l'intérêt personnel. En tout cas, je veux voir cette surprise. Je veux bel et bien cette surprise. De voir les Malanvillois, Nigériens ou Béninois, en tout cas qui vivent ici au Bénin, marcher pour fustiger le comportement de Tiani, pour dire on en a assez, nous sommes restés au Bénin. C'est Bénin qui nous plaît, on en a assez, tout ça là. Moi, je veux voir maintenant le sens de patriotisme. Si dans ça n'a pas été fait, je dirais que le Béninois, entre griffes, est hypocrite. Et c'est mauvais, c'est pas bon. Au-delà de tout, votre papa est papa.
Vous ne pouvez pas... Personne ne peut dire que le chapeau de son papa sent bon, entre griffes. C'est juste pour caricaturer, pour dire que c'est pas bon. Il faut qu'on soit très souvent solidaire. Vous voyez des forums qui sont créés et quand vous entendez, vous écoutez les frères nigériens, ils soutiennent. Même ceux qui ne comprennent pas le fond de la situation soutiennent, sont jusqu'au boutiste. Ils sont fermes dans leurs décisions, malgré qu'ils souffrent dans leur peau, ils acceptent. Ils disent à leur président de garder ferme et bien fermer la fermeture de la frontière. Au même moment, ils souffrent, ils sont là. Vous voyez. Donc, attendons de voir. Qu'est-ce qui va se passer dans les prochains jours. On aurait appris que d'autres, le président souhaite que les gens sont ici, ils font leur commerce, ils sont à l'aise. On ne leur demande même pas de cas de papier de séjour, etc. Les gens sont à l'aise. Mais vous pensez les normes de la CEDEAO. Ce qu'ils souhaitent, si c'était réel, ce qu'ils souhaitent, il y a d'autres qui ne vont même pas accepter le fait. Attendons de voir dans le reste du temps qu'est-ce que ça va donner. Oui, on attend et nous espérons une désescalade entre le Bénin et le Niger. Vivement le retour à la normale entre les deux pays pour que reprennent les échanges, les voyages aussi dans de meilleures conditions et surtout que le seul pont qui relie les deux pays, le verrou soit sauté, soit levé définitivement et que reprennent les choses entre les deux pays. Nous allons parler dans les derniers instants de l'éducation. Encore quelques heures, les candidats à l'assaut du certificat d'études primaires CEP, session de juin 2024, seront face aux épreuves. L'examen, c'est pour après-demain, lundi 3 juin. Pierre Tapouvo. Oui, nous sommes à environ 24 heures, on peut le dire ici, puisque aujourd'hui c'est déjà le 1er, demain 2, et les candidats plancheront le 3 juin 2024. Bon, je l'ai dit, moi je demande toujours aux parents, parce que quoi qu'on dise, quand vous écoutez les appels, nous sommes allés au contact de quelques candidats hier qui disaient bon, qu'ils sont prêts pour la composition, d'autres nous ont confiés qui sont vraiment pressés parce qu'à chaque fois on leur chante ce peu à l'oreille qu'ils aimeraient même que ce soit aujourd'hui qu'ils finissent avec ça et conjuguer cela au passé. Donc dans le rang des candidats, moi j'ai compris tout de suite que les candidats sont prêts, les enseignants ont fait ce qu'ils ont à faire, les candidats sont prêts pour aller vraiment affronter les épreuves. Aujourd'hui ça reste les parents, parce que ces candidats-là, jusqu'à hier, étaient en contact des enseignants. Aujourd'hui, c'est samedi, demain dimanche. C'est pas évident qu'ils soient encore en contact des enseignants. Donc, ils seront en contact de leurs parents. Donc, c'est aux parents maintenant de jouer le reste. Quand je dis le reste, il faut vraiment accompagner l'enfant, il faut soutenir son enfant, il faut lui montrer qu'il est vraiment important pour vous. Il faut lui démontrer votre amour, il faut lui montrer l'importance de ce diplôme qu'il va avoir. Parce que quoi qu'on dise, même si le CEP ne vous nourrit plus aujourd'hui, c'est un diplôme. Donc, il va falloir vraiment que les parents soient vraiment là, qu'ils soient présents, qu'ils soient disponibles pour leur progéniture, pour les 3 jours, parce que ça fait environ 3 ou 4 jours. C'est ce que je dis. Oui, Bruno Gakli, tout en souhaitant bonne chance aux candidats, il y a toujours quelque chose à faire comme disposition à prendre. Oui, avant tout, il faut qu'on dise à ces bouts de chou, à ces apprenants de ne pas paniquer, que ces derniers ne paniquent pas parce que c'est un examen qui sera, les épreuves seront quand même à ce niveau des élèves les plus moyens de la classe. Ça voudra dire que tout le monde peut avoir accès facile peut aborder facilement ces épreuves sans grand souci. Donc, qu'ils ne paniquent pas, qu'ils se disent déjà que je suis prêt, qu'ils se rassurent eux-mêmes avant que les parents ne les rassurent. Vous savez, quand on dit examen, c'est une fougue qui nous anime, on a envie vraiment d'en finir pour passer à autre chose. C'est encore dans quelques heures, il va falloir que ces derniers soient confiants, prient beaucoup. On l'a dit, les poudres noires, blanches, tout ça là, laissez ça, priez beaucoup, priez, juste simplement. Et les parents doivent les accompagner en les rassurant aussi. Prendre soin de ces derniers, ne pas les envoyer avec la moto parce que ça, ici c'est le luxe. Ah oui. Un petit, on a envie de lui dire, va au marché, m'acheter telle chose avec la moto.
alors que l'enfant ne maîtrise pas forcément les règles de la circulation, ça peut passer vite en cas d'accident. Parfois même des véhicules. Voilà, parfois même les véhicules. Vous voyez un enfant de 11 ans au volant. C'est regrettable, c'est pas bon. C'est le moment plus que jamais parce qu'on parle de quelques heures, c'est dimanche qui nous sépare. Donc ça voudra dire on doit vraiment les suivre à ce que les cas de maladie, on doit vraiment contrôler leur alimentation avant ce jour. Et je le dis, c'est pas un jour de fête. Ne faites pas mèche sur la tête des enfants pour les embrouiller, non. N'allez pas coiffer, dire va chez le coiffeur, tout ça. Non, laissez les enfants naturels. Les tenues qu'il faut porter aux enfants, c'est maintenant regarder sous la valise, sortir. Non, les enfants vont composer. C'est juste pour quelques jours. Aux parents, j'attire toujours leur attention sur ce fait. Si l'école, le centre de composition est loin de la maison, laissez les enfants à l'école. Vos parents, vous pouvez leur amener à manger là, parce que juste l'enfant va siester, c'est fini, il va se réveiller à 16h. C'est pas bon. L'enfant peut finir sa composition comme ça. J'ai la chance de constater que je n'ai pas encore, parmi ces apprenants ou ces candidats, il n'y a pas celles-là qui peuvent peut-être se voir surprendre par la menstruée. Donc, c'est d'y assurer ce côté de la chose. C'est au niveau du BPC, on peut parler de prendre aussi des mesures dans ce sens. Donc, les enfants, habillez-les simplement, remorquez-les sur votre moto, amenez-les au centre de composition. N'entrez pas dans le centre parce que ce n'est pas destiné aux parents, c'est juste les candidats. Restez au portail, suivez les consignes des chefs centres et que tout se passe normal. Et aux chefs centres, aux responsables du secteur de l'éducation à Malanville, permettez aux journalistes l'accès facile au centre pour avoir les informations pour les populations à la base, parce que c'est de ça qu'il s'agit. On a des gens, il y a parmi ces responsables qui connaissent la valeur de la portée de l'information à la base, tout ça là. Si ils ne permettent pas cela, c'est pas intéressant, parce que c'est lorsque vous donnez accès facile aux journalistes que nous savons ce qui se passe au plan local ou national. Donc, qu'ils soient flexibles à donner cours libre, à donner voix libre aux journalistes à ce qu'ils fassent leur travail. Voilà, Lukman Oudjo. Oui, Pierre Tapovo, c'est aussi le climat de la salle de composition. Il ne faut pas des surveillants qui font paniquer les enfants. Oui, avant cela, il faut d'abord attirer également l'attention des parents. Il se pourrait qu'il n'y ait plus, on ne sait jamais, mais quoi qu'on dise, c'est au plan national. C'est pas parce qu'il n'y a plus à Malanville qu'il y a plus de l'autre côté de Cotonou. Donc, du coup, quel que soit le degré de la pluie, il faut vraiment chercher des dispositions, il faut vraiment chercher des moyens pour véritablement que l'enfant soit dans le centre de composition. Aux surveillants de classe, oui, Lukman Oudjo, vous êtes là, on vous a envoyé là, et pour vraiment surveiller les enfants. On ne vous a pas envoyé là pour crier sur eux, pour les faire peur, tout ça là. Donc, il va falloir d'abord que le surveillant, quand vous êtes enseignant, même si vous n'êtes pas encore père de famille ou mère de famille, du moment où vous avez déjà plusieurs enfants que vous encadrez, vous devez vous mettre dans la peau d'un parent. Et donc, du coup, qu'il se met dans la peau des parents et qu'il puisse vraiment accompagner ces enfants-là, les surveiller juste dans la mesure possible de la chose pour que les compositions se déroulent normalement. Et je voulais très rapidement finir, Lukman Oudjo, si vous permettez, en une seconde là. Ce n'est pas le moment de faire consommer les enfants ceux qui n'ont jamais mangé. Ce n'est pas le jour de la fête, je vais toujours le dire. Heureusement qu'il n'y a pas de shawarma. Ils vont dire, va prendre le thé, l'enfant n'était pas habitué à prendre le thé. Ce n'est pas le moment, chers parents. Faites consommer aux enfants naturellement ce qu'ils avaient l'habitude de prendre, simplement. Parce que juste un mot de vente, c'est que vous risquez de finir la composition. Les surveillants, vous l'avez dit, vérifiez les cartes, le contenu du sac des candidats avant qu'ils ne prennent des pas. La carte d'identité, c'est la pièce à ne pas oublier. Surtout le bic aussi. Un bic secours, on ne sait jamais. On ne sait jamais. Dans la classe, on peut avoir des bics. Là, on refuse de saluer son second et il va vous passer votre bic. Le mieux, c'est d'avoir au moins 2 bics. Moi, en son temps, on avait au moins 2 bics. Et le surveillant aussi doit
Bon. On ne sait jamais avoir de pic pour sauver un candidat. C'est important, c'est important. Et surtout qu'on maintienne un climat apaisé. Qu'on rassure les enfants. Les enfants qui sont en situation de composition. Un pic préparé pour le jour. Il semble qu'il y a certains stylos quand vous les déposez, ils s'écrivent eux-mêmes, sans qu'on ne les touche. Ça c'est à la télévision, pour le jour, pas dans la réalité. C'est la magie. Allez, nous souhaitons bonne chance aux candidats et surtout que les parents prennent les dispositions nécessaires pour assurer le déplacement des enfants de la maison pour les centres de composition aussi. Voilà. Assurer aussi, je dirais, une sorte d'accompagnement et psychologique à l'endroit des candidats. Stop et fin de semaine à la loupe. Mesdames, Messieurs, Bruno Gakli, Pierre Tapouron, on se souhaite une excellente journée en direct chez vous. Je suis Loukman Woroutchou. J'ai bénéficié de la collaboration technique de Doko Aboubakari à l'édition. Il s'appelle Ousmane Tinoala. Mesdames, Messieurs, portez-vous bien. Au revoir.